Bonjour à tous. Pour la première fois de l'histoire, un pape se rend à Chypre. Voyage à suivre bien sûr en fin de semaine et comme d'habitude en direct sur notre antenne. À cette occasion, coup de projecteur sur le paysage religieux de Chypre, une île divisée en deux. Le sud est orthodoxe sous influence grecque, le nord est musulman occupé par la Turquie. Pendant ce voyage, le pape remettra l'instrument de travail du premier synode des évêques pour le Moyen-Orient prévu cet automne. Mais pourquoi le pape a-t-il choisi Chypre alors que les catholiques ne représentent qu'une minuscule minorité de la population ? Les autorités chypriotes parlent déjà d'une visite historique majeure. Benoît XVI peut-il apporter la paix aux Chypriotes meurtris par la séparation et la guerre civile? Décryptage avec Périclès Néarchou, l'ambassadeur de Chypre en France. Bonjour, merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Alors d'abord, quelques précisions d'informations générales sur Chypre. Alors contrairement à ce que peut laisser penser la carte de Chypre, vous êtes bien l'ambassadeur d'un seul et même pays, mais officiellement, le nord est occupé par la Turquie. Mais oui, c'est ça, parce que parfois on pense qu'il y a deux parties de Chypre, la partie nord, la partie sud. Non. Ce n'est pas deux pays, c'est un seul pays. Non, c'est un seul pays, parce que de toute façon, jamais... Oh, vous aviez parlé avant, la partie musulmane. Il n'y avait pas un territoire ethnique turc. Les Turcs grecs vivaient dans des villages, dans des villes mixtes ou dans des villages turcs, mais il n'y avait pas un territoire ethnique. Et les Turcs à Chypre, les musulmans, représentent 18% de la population. C'est depuis toujours, c'est 18%. Et même maintenant, les Chypriotes turcs, ils sont moins que 18%, parce qu'à cause de l'occupation, il y a un grand nombre de Chypriotes turcs qui sont partis à Londres ou en Turquie. Et maintenant, on a amené des colons de la Turquie qui sont actuellement plus que 2 fois le nombre de Chypriotes turcs. C'est-à-dire, en chiffre, nous avons 89 000 Chypriotes turcs à Chypre et environ presque 200 000 colons. Est-ce qu'on peut comparer cette situation de Chypre à l'Irlande, où il y a un nord qui a été colonisé par un autre pays? Non, c'est un peu exagéré de faire ce schéma, parce qu'en fait, c'est en 1974, en prenant prétexte du coup d'État des colonels qui était dirigé contre l'archevêque Makarios, qui était à ce moment-là le président de la République de Chypre. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant, mais d'abord aussi une question, parce que la présence grecque et turque, à quand remonte-t-elle exactement sur l'île? Avant 1974? Si nous remontons, Chypre, c'est un pays à très grande histoire. La colonisation, la présence grecque est officiellement par des moyens archéologiques, par des choses archéologiques qu'on a trouvées depuis le XIIe siècle. Alors, au XIIe siècle, on dit qu'après la guerre de la Troie, nous avons la descente des Achéens à Chypre. Mais en réalité, c'est beaucoup plus avant que la guerre de la Troie. Parce qu'il y avait des relations, il y avait des petites migrations des Achéens à Chypre. Mais la grande migration s'est faite entre le XIIe et le XIe siècle avant Christ. Et depuis, Chypre fait partie du monde hellénique. Et ensuite du monde byzantin. Et jusqu'au temps moderne, c'est l'occupation turque à Chypre dans le cadre de l'Empire ottoman s'est passée en 1570 et à ce moment-là, nous avons une colonisation, c'est-à-dire les Ottomans, ils avaient l'habitude d'installer pour des raisons de sécurité ou de musulmaniser, islamiser une partie de la population locale pour asseoir leur pouvoir. C'est à ce cadre, par des gens qu'on a menés de l'Asie mineure et par l'islamisation d'une partie de la population de Chypre que nous avons la petite minorité turque de 18%. Voilà, c'est comme ça que les Turcs sont arrivés sur l'île. Voilà. Alors pour illustrer cette émission, on va s'appuyer sur un excellent documentaire de Frédéric Jakovlev, Chypre de l'autre côté du mur, un film à voir en ce moment sur l'antenne de KTO. Pour comprendre la situation de Chypre, il faut revenir quelques années en arrière, quand Chypre devient un pays indépendant. Que se passe-t-il en 1974? Explication en images. Après des siècles de domination ottomane,
En 1960, l'île obtient enfin son indépendance. Monseigneur Makarios, primat de l'église orthodoxe de Chypre, devient le premier président élu du nouvel État. Rapidement, des tensions apparaissent entre les deux principales communautés, grecques orthodoxes et turques musulmanes. Durant une dizaine d'années, des extrémistes de tous bords attisent les haines. En 1974, le conflit s'internationalise. La junte militaire au pouvoir en Grèce tente un coup d'État. Immédiatement, la Turquie intervient et envoie 40 000 soldats. En moins de 2 jours, le nord de l'île est repris. Le 16 août, l'ONU impose un cessez-le-feu qui aboutit à une partition. Le pays est alors divisé en deux. Au nord, la République de Chypre du Nord, à très forte majorité musulmane. Au sud, la République de Chypre, très majoritairement grecque orthodoxe. Entre les deux, une ligne de partage de 180 km de long, la buffer zone. Un no man's land de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Voilà pour cet extrait de documentaire de Frédéric Jakovlev. Alors, est-ce que... Monsieur l'ambassadeur, il faut tout d'abord une précision. Il n'y a pas de parti, comme je dis avant, et la soi-disant République, l'autoproclamation de la partie occupée comme soi-disant République de Chypre, non. Elle n'est pas reconnue par la communauté internationale. Sauf celle par la Turquie qui cherche à la présenter, mais en réalité c'est la Turquie qui commande. Et ça, d'ailleurs, d'après l'adhésion de Chypre à l'Union européenne. Depuis 2004, Chypre fait partie de l'Union européenne. C'est la totalité, c'est l'ensemble du territoire de Chypre qui est entré à l'Union européenne. On a suspendu seulement l'application de l'acquis communautaire pour la partie qui est actuellement en dehors du contrôle du gouvernement de Chypre. Et ça, c'est bien dans le texte d'adhésion de l'Union européenne. Oui, oui, bien sûr. Donc on peut parler d'occupation turque. Mais bien sûr, c'est une occupation parce qu'il n'y avait pas... les Turcs dans la partie occupée, ils étaient moins de 12%. Dans la partie occupée. Et ils ont fait ce qu'on appelle le nettoyage ethnique. On a chassé 185 000 Grecs qui habitaient dans cette partie-là et ils sont des réfugiés dans leur propre pays. Et ils ont amené des colonnes de la Turquie pour remplir les vides. C'est ça la réalité. Alors ceci dit, il y a des disparus des deux côtés. Il y a les disparus de Chypre. Qui sont ces disparus de Chypre? Ça, c'est une autre affaire. Il y avait des victimes. Tout d'abord, parler des deux côtés, c'est une manière de mettre les choses, balancer les choses pour dire waouh, ce n'est pas exactement ça. Il y avait quelques disparus depuis les années 60, où il y avait un petit nombre de disparus des deux côtés, mais le grand nombre de disparus, c'est pendant la guerre de 1974. Il y a 1700 environ personnes. Beaucoup de ces personnes-là, ils étaient des prisonniers en Turquie qui ne sont pas rentrés. Mais il y a aussi des Turcs qui ne sont pas rentrés. Mais très petit, non, parce que de toute façon, pendant la 1974, c'était une guerre unilatérale. En réalité, ce n'était pas, c'est la Turquie qui a attaqué. C'est à la suite de l'attaque de Chypre en 1974 qu'il y a eu une résistance et il y a eu des conflits aussi avec des places fortes turques dans quelques villages. Il y avait des victimes. Mais le grand nombre de victimes, c'était des Grecs. Alors aujourd'hui, de fait, le nord est plutôt musulman. Le sud est plutôt orthodoxe. Est-ce que la religion est signe identitaire d'un conflit ou facteur de conflit? Non, facteur. Ce n'était pas pour des raisons, c'était pour des raisons nationalistes, pour des raisons stratégiques que la Turquie est d'ailleurs instiguée par l'Angleterre qui a commencé. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, comme toutes les colonies, Chypre aussi avait demandé son indépendance. Et étant donné qu'il y avait des relations, il y avait des précédents historiques d'autres parties helléniques, des cultures hellènes qui s'étaient rattachées à Grèce, au commencement, c'était le rattachement de Chypre à la Grèce. Pour faire face à ces slogans-là et ensuite au slogan de l'indépendance, les Anglais ils se sont servis de la minorité chypriote turque et du facteur diplomatique Ankara pour s'opposer à cette revendication. Et on peut dire qu'ils ont joué un très mauvais rôle dans cette histoire, la puissance coloniale. Alors sur ces images d'archives, on a vu aussi des images de manifestants, des manifestants prêtres
de prêtre orthodoxe. L'ancien président de Chypre est lui-même un prélat. Mais oui, parce que vous savez peut-être, dans l'Empire ottoman, et même ce n'est pas l'Empire ottoman, c'était depuis de l'Antiquité. Si vous lisez Diodore, par exemple, l'historien, il parle de l'ethnarque des Juifs en Alexandrie. C'était ce système-là, que c'était le système impérial, disons, c'est-à-dire de reconnaître les communautés ethniques et religieuses et donner un statut à cette communauté-là, a été formalisé pendant l'Empire ottoman. C'était ce qu'on appelle le millet system. C'est-à-dire chaque communauté nationale et religieuse était reconnue séparément et ce qui comptait plus, c'était la religion. Et de ce point de vue, l'Église fut appelée de représenter la communauté et de se tenir responsable aussi. C'est pour cela les Turcs, après la guerre de l'indépendance, la révolution de l'indépendance en Grèce de 1821, il avait pendu les patriarches à Constantinople parce qu'ils les tenaient comme responsables pour la révolution de 1980. Du coup, politique et religion, c'est lié à Chypre. C'est-à-dire l'État ne reconnaissait pas la nationalité, mais reconnaissait la religion. Et c'est pour cela que les chefs religieux étaient devenus des ethnarques, c'est-à-dire des représentants de la nation. Et des chefs politiques. Bon, qui n'avaient pas un État. Maintenant, après l'indépendance, pendant la guerre de l'indépendance, c'était normal. L'ethnarque, qui était à ce moment-là l'archevêque de Chypre, était représenté les peuples. Mais ensuite, bon, maintenant, nous n'avons pas... C'est l'État qui a des élections, etc. Non, mais c'est important à signaler. Alors, il y a un symbole de la séparation, une blessure de cette séparation à Chypre qui est encore visible aujourd'hui. C'est cette buffer zone, cette ligne verte qui divise l'île en deux. C'est en fait un no man's land sous contrôle de l'ONU que les habitants ont quitté soudainement en 1974. Aujourd'hui, tout est encore comme tel, comme en 1974 quand les habitants ont quitté cette zone. C'est impressionnant. Regardez ce second extrait de documentaire. Le silence et l'abandon. C'est le sentiment qui frappe lorsque l'on traverse la buffer zone. Ici, une concession auto. Les voitures sont neuves, ou du moins elles l'étaient en 1974, lorsque le concessionnaire les a importées, quelques jours avant le début des combats. Un peu plus loin, des bureaux, vidés en hâte. Au sol, des factures, de la correspondance oubliée. Sur les murs, les impacts de balles témoignent de la violence du conflit. 36 ans après le drame, le cessez-le-feu semble tenir malgré tout. Est-ce que, avec l'intégration de Chypre dans l'Union européenne, les choses se sont améliorées? Mais nous avons le bon espoir et une des raisons pour lesquelles Chypre a revendiqué son intégration à l'Union européenne, c'était aussi son problème politique. D'abord, c'était son problème culturel, parce que de toute façon, Chypre se reconnaît dans l'identité européenne, et c'était normal, quand s'est fait l'Union européenne, d'aller aussi s'intégrer à l'Union européenne. Mais la deuxième question, c'était la question politique, parce que voilà, c'est parfois que je dis à mes interlocuteurs, le problème, ce n'est pas un problème intercommunautaire. Ça, c'est l'aspect secondaire. D'accord. Alors on va voir maintenant des images d'une rencontre historique qui s'est déroulée à Chypre en 2008. C'était la 22e rencontre interreligieuse de prière pour la paix organisée par la communauté Sant'Egidio. 200 personnalités religieuses et politiques de plus de 60 pays qui se sont retrouvés à Nicosie pour participer à cette rencontre annuelle de cette communauté Sant'Egidio, spécialiste de la paix. Quel rôle jouent-elles ces religions dans les tentatives de paix à Chypre ? L'Église, parce que parfois on dit que le problème, voilà, c'est une question de confiance, c'est une question de bonne volonté. Ce n'est pas seulement de bonne volonté et de confiance. C'est un problème, il ne faut pas masquer le problème politique. C'est l'occupation turque, le problème et le cœur du problème. Parce que s'il n'y a pas, on ne peut pas construire la confiance sur l'injustice. Alors les religions, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour faire avancer la paix et la réconciliation? La religion fait son travail et sa prière, la prière des églises
Et l'approche des églises, c'est une approche d'amour, ce n'est pas une approche de haine. Mais on ne peut pas, ce n'est pas l'église qui peut retirer l'armée d'occupation turque de Chypre. Ça, c'est un fait politique. Non, il peut y avoir des rencontres entre les leaders religieux, musulmans et orthodoxes, par exemple. Il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Et l'Église orthodoxe de Chypre a pris l'initiative pour faire aussi des rencontres interreligieuses avec des musulmans, avec les mouftis des chypriotes turcs. Ce n'est pas les rencontres qui manquent. C'est ça que je dis. Les églises font leur travail, mais il ne suffit pas. Il ne faut pas escamoter les problèmes politiques et les cœurs de ces problèmes-là, c'est la présence turque et l'occupation. Et alors cette question de la paix sera au cœur de la visite de Benoît XVI qui va rencontrer le président chypriote au cours de cette visite à Chypre. Les deux hommes se connaissent déjà puisque Démétris Christofias était en visite au Vatican en 2009. C'est d'ailleurs à cette occasion que le président a officiellement invité Benoît XVI dans l'île. Voilà ce que disait le président juste après cette rencontre qui s'est tenue en 2009. He wants Cyprus to be united. Il veut, tout comme nous, que la Chypre soit unie, qu'elle devienne un symbole de paix, de tolérance et de relations amicales avec l'Union européenne. Parce que Chypre fait partie du sud de l'Europe, proche des pays arabes, d'Israël et de leur peuple. Chypre est à la croisée des chemins, comme vous le savez. C'est ma vision des choses, c'est celle du pape aussi. La prochaine visite de Benoît XVI à Chypre sera un événement d'une importance historique majeure. C'est ce qu'estimaient il y a quelque temps les autorités de la République de Chypre. Qu'est-ce que Chypre? Qu'est-ce que les autorités chypriotes? Qu'est-ce que vous attendez de cette visite de Benoît XVI? Il faut rappeler que vous êtes une terre orthodoxe. Mais oui, de toute façon, dans le temps actuel, d'être orthodoxe et de recevoir les papes catholiques, ce n'est pas un problème. Parce que quand même, nous sommes de l'Union européenne et l'Église, nous travaillons tous pour l'union et la coopération. En quoi c'est un événement historique? C'est un événement historique parce que la présence du pape, avec toute la force morale qu'il représente dans ces pays déchirés et dans ces pays divisés où le mur il est là, et il n'est pas tombé comme à Berlin, c'est le dernier mur qui se trouve en Europe. Dernier mur d'Europe. C'est le dernier mur en Europe. Et c'est un pays dans lequel on détruit le patrimoine culturel. Il ne faut pas oublier, 520 églises sont pillées, sont transformées en mosquées, en piscines, en bars, sont abandonnées à la ruine. Et 20 000 icônes byzantines ont été pillées et vendues sur le marché international. Tout ça, le message du pape pour avoir une influence très très importante. Tout d'abord pour informer les peuples européens, pour informer les peuples du monde, pour cette injustice qui se fait contre les peuples de Chypre et pour cette anomalie à la morale humaine, en droit humain, parce que c'est quand même inacceptable qu'à l'intérieur de l'Europe on continue de voir ces murs, on continue à voir cette violation flagrante des droits humains. Le pape peut faire la paix à Chypre? Peut contribuer beaucoup. Par sa force morale, parce qu'il n'a pas les moyens politiques directs, disons, de faire partir l'armée turque et convaincre la Turquie de faire ce qu'il faut faire à Chypre. Mais son message, il aura une très grande force. Benoît XVI va rencontrer également la petite communauté catholique de l'île. Ils sont quelques milliers. Combien sont-ils exactement et qui sont-ils en quelques mots? Si je ne me trompe pas, ils sont autour entre 4 et 6 000. Bon, ils sont divers. Il y a les Maronites? Il y a les Maronites, ils sont 6 villages, les Maronites, dans la partie occupée au nord. Il y a aussi des gens qui sont très, très récents, mais il y a des gens aussi qui relèvent. Des anglicans? Oui, les anglicans, c'est une autre église. Ils sont très, très petites communautés, les anglicans. Mais il y a maintenant une nouvelle communauté qui vient de. En tout cas, pour les catholiques. Les anglicans, évidemment, ce n'est pas les catholiques. De travailler. C'est-à-dire, étant les catholiques, il y a d'abord les maronites, que c'est une communauté à part.
il y a aussi les vieux catholiques qui viennent du passé. N'oublions pas qu'à Chypre, il y avait pendant plus de 3 siècles l'Église vieille catholique. Et, oui, les vieilles catholiques. Et ensuite, il y a les nouveaux catholiques qui viennent surtout des Philippines, des gens qui travaillent à Chypre, les migrants. Alors, je peux dire que les immigrants aujourd'hui constituent la plus grande groupe de catholiques à Chypre. Alors, Benoît XVI visitera la cathédrale maronite de Chypre, à Nicosie. La présence maronite remonte à plusieurs siècles dans l'île. Ils sont quelques milliers. À l'origine, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, ils vivaient au nord de l'île. Mais avec l'occupation turque, depuis 1974, eh bien, la plupart a fui pour se réfugier au sud orthodoxe. Mais si certains ont fait le choix de rester dans leur village d'origine, on va voir que ce n'est pas facile pour eux. On regarde un autre extrait de ce documentaire de Frédéric Jakovlev, Chypre de l'autre côté du mur, sur cette communauté maronite. On regarde. Nous sommes à Kormakiti, dans un des 4 villages historiques de la communauté. Ici, malgré l'invasion turque, les cloches de la cathédrale n'ont jamais cessé de sonner le dimanche. À Chypre, on surnomme Kormakiti la capitale des Maronites. Avant le conflit, ils étaient près de 2000 à vivre ici. Aujourd'hui, ils sont moins de 150. La plupart ont fui lors de l'arrivée des militaires turcs, mais certains, une minorité, sont restés. Aujourd'hui, ce sont des retraités. À l'époque, ils ont refusé de quitter leur terre, leur maison. On les appelle les enclavés. Ils ont passé près de 30 ans sans pouvoir sortir de leur village, bénéficiant de rares permis pour se rendre en zone sud. Ces hommes simples, ces anciens paysans sont l'épine dans le pied du pouvoir turc. Un pouvoir qui n'a cessé de restreindre leurs droits pour les contraindre à la fuite. Mais ils ont tenu. Et même si devant l'église le drapeau rappelle l'identité du pays, Kormakiti reste l'un des derniers bastions chrétiens du nord de l'île. En quelque sorte, le village d'Astérix. Voilà le village d'Astérix. Monsieur l'ambassadeur, comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir? Mais oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont fait pour les Maronites, c'est ce qu'ils ont fait aussi pour les enclavés de la péninsule de Carpathie, orthodoxes, c'est la même chose. Il y avait, pendant le cessez-le-feu en 1974, il y avait 12 000 orthodoxes dans la péninsule de Carpathie. On avait fait à Vienne un accord pour qu'ils restent sur place. Et ensuite, maintenant, il y a moins de 300 personnes. C'est ça qu'ils font. Intentionnellement, ils font des pressions, ils font des restrictions pour les faire partir et turquifier l'île. Alors, dans la visite de Benoît XVI, il y a évidemment une dimension écuménique très forte. 5 ans après son élection, Chypre est le premier pays à majorité orthodoxe que Benoît XVI va visiter. Le pape va rencontrer Chrysostomos II, l'archevêque grec orthodoxe de Chypre, qu'on voit sur ces images. Il était en visite au Vatican il y a quelques années. Il a donc déjà rencontré Benoît XVI. Pour vous, quelle est justement l'importance écuménique de cette visite? Parce qu'on sait que les relations entre grecs orthodoxes et catholiques ne sont pas toujours faciles. Hein. Non, ça, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas au XIe siècle avant la chute de Constantinople. Et peut-être il y a quelques vestiges dans des mentalités des gens, mais en réalité, l'opinion d'un grand peuple se voit dans son ensemble, la chrétienté. Et ce n'est pas une question maintenant d'avoir une opposition. C'est tout à fait révolu, cette histoire-là. Mais c'est écuménique parce que ça, c'est une étape dans le dialogue entre les orthodoxes et les catholiques, mais ensuite, n'oublions pas la place de Chypre et son passé. Chypre, c'est un pays qui était très près de la Palestine. Saint-Paul est passé par Chypre. Oui, Saint-Paul, mais pas Saint-Paul aussi. Saint-Barnabé, qui est, disons, l'église de Saint-Barnabé, c'est l'église de Chypre. Saint-Barnabé, n'oublions pas, c'est lui qui a mis en contact Saint-Paul avec ce qu'on appelait ethniki, c'est-à-dire les pas juifs, les non-juifs à Antioche. C'est-à-dire c'est lui qui a commencé cette ouverture et c'est l'évangélisation des populations
population qui n'était pas juive. Alors c'est un symbole, ce n'est pas rien. Alors un des évangélistes, il venait de Chypre, et beaucoup d'autres saints. Alors ça, à Chypre, c'est un patrimoine chrétien très fort. Une des premières terres chrétiennes. Hein. Alors par ailleurs, le voyage du pape Benoît XVI à Chypre sera l'occasion, le 6 juin, de publier l'instrument de travail de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient, du Synode des évêques qui aura lieu à Rome en octobre 2010. Il va remettre cet instrument de travail aux évêques orientaux à Chypre. On sait qu'il y a peu de catholiques à Chypre, on l'a dit. Pour vous, ça a quelle importance? Il nous reste 20 secondes. Mais c'est très important. Il n'y a Pourquoi pas. il choisit Chypre? Il choisit Chypre parce que Chypre, c'est au contact du monde musulman aussi. N'oublions pas que maintenant nous vivons une époque de dialogue entre les cultures et entre les religions. Et c'est très important Chypre aussi de ce point de vue. C'est un symbole très fort. Merci, monsieur l'ambassadeur Périclès Nearkou. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Chypre en France. Je vous rappelle également que vous pourrez vivre ce voyage de Benoît XVI à Chypre à partir de vendredi sur notre antenne. À voir également sur notre antenne le documentaire de Frédéric Jakovlev, dont on a vu quelques extraits. Chypre de l'autre côté du mur. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. À très bientôt.